Bonjour, dans cette capsule, nous allons couvrir le chapitre 6 sur l'interblocage. Donc, nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce qu'un interblocage et on va voir des solutions à ce problème-là. Donc, on va voir détection des interblocages et reprise, on va voir l'évitement des interblocages et la prévention des interblocages. Finalement, on va terminer avec quelques exercices. Donc, à noter que pour l'évitement des interblocages, je ne vais pas en parler dans cette capsule-ci. En fait, il y a déjà une capsule sur YouTube qui s'appelle Algorithme du banquier, qui couvre l'intégralité de l'algorithme du banquier qui est utilisé en fait pour l'évitement des interblocages. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un interblocage? Donc, on a un ensemble de processus est en interblocage si chacun des processus de cet ensemble est en attente d'un événement qui ne, qui ne peut être causé que par un autre processus du même ensemble. En fait, dans une capsule, si vous ne l'avez pas encore visionnée, je vous conseille de la regarder, la capsule sur le problème des philosophes. On voit un problème d'interblocage lorsqu'on a chaque philosophe qui prend en fait, chaque philosophe prend une fourchette. Étant donné qu'il y a 5 philosophes, 5 fourchettes et que chaque philosophe a besoin de 2 fourchettes pour manger, lorsque chaque philosophe a pris une fourchette, chaque philosophe est en attente d'un autre philosophe pour récupérer une deuxième fourchette pour pouvoir commencer à manger. Donc, c'est ça un interblocage. Donc, comme tous les processus de cet ensemble sont en attente, dans le cas des philosophes, un coup que chaque philosophe a pris une fourchette, on est en attente d'une autre fourchette. Aucun ne pourra s'exécuter et générer les événements nécessaires à leur activation. Donc, étant donné que tous les philosophes sont en attente d'un autre philosophe pour avoir une autre fourchette, aucun philosophe va être en mesure de libérer sa fourchette pour laisser la place au suivant. Donc, tous les philosophes, toutes les tâches dans ce cas-ci, qui est plus générique, vont attendre indéfiniment. Donc, si les attentes d'événements sont passives, alors il s'agit d'un interblocage passif. On a un deadlock. Sinon, l'interblocage est qualifié d'actif, donc live lock. Dans le contexte de gestion des ressources, l'événement attendu par chaque processus est la libération suivie de l'allocation d'une ressource au processus. Les ressources sont partagées en exclusion mutuelle et lorsqu'une ressource est allouée à un processus, il disposera de cette ressource jusqu'à ce qu'il la libère. Donc, on a un petit exemple ici. Un processus 1, détient une ressource R1 et attend une autre ressource R2 qui est allouée à un autre processus appelé processus 2. Donc, on a le graphe suivant. Ça, c'est important d'être capable de reproduire et de comprendre ce genre de graphe-là. Donc, on a les deux ressources ici, ressource 1, ressource 2. Les flèches pleines signifient la ressource 1 ici est déjà allouée au processus 1 et la ressource 2 est allouée au processus 2. Le processus 2 demande une ressource 1, c'est ça la signification d'une flèche pointillée. Processus 2 demande ressource 1 et processus 1 demande ressource 2. On a alors une situation d'interblocage parce qu'on a en fait processus 1 qui est en attente de processus 2, étant donné que processus 1, afin de pouvoir détenir ressource 2, doit attendre que processus 2 l'ait libéré. Et processus 2 est en attente de processus 1 parce que processus 2 demande ressource 1 et que ressource 1 est déjà détenue par processus 1. Donc, processus 1 est en attente de processus 2. Processus 2 est en attente de processus 1. On a donc interblocage. Donc, quatre conditions sont nécessaires à l'interblocage. On appelle ces conditions les conditions de Kaufman. Donc, premièrement, on a l'exclusion mutuelle qu'on a abordée au chapitre précédent. Encore là, si vous n'avez pas regardé les capsules du chapitre 5, je vous conseille fortement de les visionner. Donc, une ressource est soit allouée à un seul processus, soit disponible. Donc, chaque ressource a deux états, allouée ou disponible. Détention et attente. Donc, les processus qui détiennent des ressources peuvent en demander d'autres. Troisièmement, on n'a pas de réquisition. Donc, une ressource allouée est uniquement libérée par le processus qui la détient. Les ressources sont non préemptives. Donc, on ne peut pas voler, un processus ne peut pas voler une ressource à un autre processus. Finalement, on a l'attente circulaire. Donc, chaque processus d'un ensemble est en attente d'une ressource détenue par un autre processus de ce même ensemble. C'est en fait ce qu'on avait ici. Donc,
Ce qui est important à comprendre, c'est si l'une des conditions n'est pas satisfaite, alors il n'y a pas d'interblocage. Si ces conditions sont toutes satisfaites à un instant donné, alors il y a un interblocage. On va commencer à parler maintenant des solutions qu'on peut avoir à ce problème-là, puisqu'avec les diapositives qu'on vient d'avoir et avec les présentations qu'on a vues sur le problème de philosophe, problème de lecteur-rédacteur, on voit qu'il y a pas mal de problèmes qui sont générés avec ça. Donc, les trois solutions dont on va parler dans ce cours-ci, c'est premièrement la détection des interblocages et la reprise à l'aide d'un graphe d'allocation des ressources. Dans un deuxième temps, on va parler de l'évitement des interblocages avec un algorithme du banquier. Donc, algorithme de banquier qui est expliqué dans une capsule qui porte ce nom-là. Puis finalement, prévention des interblocages en assurant que l'une des 4 conditions nécessaires ne soit jamais satisfaite. Donc, comme on avait une de ces 4 conditions-là. Donc, commençons par parler de la détection des interblocages et de la reprise du programme. Donc, cette solution vise à détecter les interblocages et à les supprimer. Les ressources sont allouées si elles sont disponibles. Cette solution-là se base sur la construction dynamique du graphe d'allocation des ressources. Ce graphe indique pour chaque processus les ressources qu'il détient et celles qu'il attend. La vérification de la présence d'interblocage est réalisée. Donc, à chaque modification du graphe suite à la demande d'une ressource ou périodiquement lorsque l'utilisation du processeur est inférieure à un certain seuil. La détection est réalisée en réduisant le graphe. Donc, plus spécifiquement sur le graphe d'allocation des ressources. Le graphe d'allocation des ressources est un graphe biparti composé de 2 types de nœuds. Dans le fond, on a les nœuds qui représentent les processus et les nœuds qui représentent les ressources. Les processus vont être représentés sous la forme de cercle et les ressources sous la forme de carré. Un arc connectant une ressource à un processus signifie que la ressource est allouée au processus. Un arc connectant un processus à une ressource signifie que le processus est en attente d'une ressource. Donc, on va voir ici, c'est un peu comme on a vu précédemment, sauf que là, on a, comme on avait avant, on a les ressources en carré, puis les processus ici sont encerclés. Donc, on voit ici exactement comme on avait les flèches d'allocation. Donc, R1, c'est une ressource qui est présentement allouée à P1. Donc, on a la flèche pleine. P1 demande R2. Donc, on a une flèche en pointillé, Et R2 est une ressource qui est présentement allouée à P2. C'est pour ça qu'on a une flèche pleine de R2 vers P2. Situation d'interblocage comme on avait précédemment. Donc, selon le graphe qu'on a, si on arrive dans un état où on évalue le graphe suivant, on voit que la ressource R1 est allouée au processus P1, que la ressource R2 est allouée au processus P2, le processus P1 demande la ressource R2 et le processus P2 demande la ressource R1. Cependant, ces deux ressources-là sont déjà allouées et sont mutuellement exclusives, donc peuvent seulement être allouées à un processus à la fois. On arrive donc à un interblocage. Si chaque ressource existe en un seul exemplaire, il y a un interblocage dans l'état courant si et seulement si il y a un cycle dans ce graphe. Ici, on a un cycle. Donc, ici, on voit un graphe d'exécution que vous êtes susceptible d'avoir à plusieurs reprises dans le cours. Donc, voici un petit exemple. On a 3 processus, A, B et C, qui utilisent en exclusion mutuelle 3 ressources, R, S et T. Donc, on a le flow de A. Donc, A demande R, demande S, fait un certain traitement, libère R, libère S. B demande S, demande T, fait un certain traitement, libère S, libère T. C demande T, demande R, fait un certain traitement, libère T, libère R. Donc, si les processus sont exécutés séquentiellement, il n'y aura pas d'interblocage. Donc, si on exécute A, ensuite B, ensuite C, il n'y a pas d'interblocage. Si les ressources sont demandées dans l'ordre indiqué en rouge, donc si on considère ce scénario-là, on aurait une situation d'interblocage. Puis qu'on a en fait en premier A demande R, puis oublions pas que ces 3 processus-là s'exécutent en parallèle, donc tous les ordres sont possibles. Tous les ordres en fait cohérents. On ne pourrait pas avoir B qui commence par demander T. B devrait avoir commencé par demander S. Donc supposons l'ordre qu'on a en rouge. A demande R.
donc R est alloué. Initialement, les ressources ne sont pas allouées, donc R est alloué à A. B demande S. S n'est pas présentement alloué, donc on alloue S à B. 3. C demande T, donc T est alloué à C. Après ça, on a 4. A demande S, donc ici on fait une flèche vers S de demande. B demande T, puis C demande R. Puis là, on voit en fait que comme les ressources sont mutuellement exclusives, et A est en attente de B pour S, B est en attente de T à cause de C, et C est en attente de R à cause de A. Donc, tous les processus sont en attente d'une ressource détenue par un autre processus du même ensemble, donc on tombe en interblocage. Dans le cas général, le système va vérifier s'il y a un interblocage en réduisant le graphe d'allocation des ressources. La réduction du graphe consiste à vérifier s'il existe un ordre d'allocation des ressources à partir de l'état courant qui permet à tous les processus de s'exécuter. Donc, on va venir voir ici dans quel état on peut allouer les ressources afin de ne pas arriver dans un scénario comme on a juste ici en bas de l'écran. Donc, lorsque le système détecte un interblocage, il doit sortir de cette situation en retirant temporairement une ressource à un processus, en restaurant un état antérieur tout en évitant de retomber dans une même situation, ou supprimer un ou plusieurs processus. Là, on voit que les solutions qu'on vient d'énumérer dans le troisième point qu'on a ici, c'est un peu, si je peux dire, hardcore. Donc, c'est pas vraiment souhaitable. Comme supprimer un processus, supposons que c'est un processus important, ça serait pas le fun de le perdre. Donc, la reprise est vraiment pas évidente et coûteuse ou, dans certains cas, c'est pas acceptable dans certains contextes. Supposons un système en ce moment qui est, je pense à un gros code aromatique qui gère comme un logiciel qui gère des machines médicales. Si on arrive à la conclusion qu'il faut supprimer un processus, ça pourrait devenir vraiment épouvantable. Ou dans un avion aussi, par exemple. Tous des contextes où il pourrait vraiment avoir des conséquences vraiment irréparables, en fait, impardonnables. Donc, voici un premier exercice. Donc, on vous demande de construire le graphe d'allocation des ressources euh, correspondant à l'état suivant, à l'exécution suivante. On vous demande aussi, est-ce qu'il y a un interblocage? Si oui, c'est quoi les processus qui sont concernés? Donc, vous avez un deuxième exercice ici. Donc, pardon, je vous conseille de bien les regarder. Tous les exercices sont disponibles sur Moodle. C'est vraiment des exercices typiques. Donc, détection des interblocages et reprise. Donc, il y a certains outils qui permettent justement de détecter les interblocages. Donc, on a un deadlock detector, puis un thread sanitizer ici. Donc, je vous conseille de regarder un petit peu ces outils-là. Évitement des interblocages. Donc, cette solution vise à éviter les interblocages en analysant toute demande d'allocation de ressources et en refusant toutes celles qui risquent de mener vers un interblocage. Donc, on doit être capable de vérifier est-ce qu'on est sur le point d'entrer dans un état sûr ou non. Si on est sur le point de ne pas entrer dans un état sûr, on ne voudrait pas continuer. Donc, un état est dit sûr si tous les processus peuvent terminer leur exécution dans le pire cas, c'est-à-dire que tous les processus demandent en même temps toutes les ressources. Il faut connaître à l'avance, ça c'est le problème qui est souvent qui est en fait compliqué, pas impossible, mais vraiment compliqué à solutionner, c'est qu'il faut connaître à l'avance les besoins en ressources de tous les processus qu'on va avoir dans notre programme. C'est ça, c'est généralement impossible. Donc, lorsqu'un processus demande une ressource, le système doit déterminer si l'attribution de cette ressource mène à l'état sûr. Donc, afin de pouvoir conclure si l'état est sûr ou non, on va utiliser un algorithme qui s'appelle l'algorithme du banquier. Cet algorithme-là, en fait, c'est la méthode pour éviter les interblocages qui est vue dans le cours. Puis, on a un exemple qui est complètement détaillé dans une capsule qui est dédiée à l'algorithme du banquier. Donc, je vous conseille de la regarder. On va sauter par-dessus cet exemple-là aujourd'hui.
Maintenant, on arrive à la prévention des interblocages. Donc, cette solution vise à s'assurer qu'au moins l'une des 4 conditions qu'on a vues, les conditions de Kaufman, n'est jamais satisfaite. Puis, on va voir en fait un exemple d'application avec le problème des philosophes qui va sans doute vous rappeler beaucoup de notions qu'on a vues dans la capsule sur le problème des philosophes. Encore là, si vous n'avez pas vu la capsule sur le problème des philosophes, je vous conseille de la regarder tout de suite. Donc, condition exclusion mutuelle, comment empêcher des problèmes reliés à ça? Donc, c'est impossible de l'empêcher parce que les ressources sont en général avec un usage exclusif. Donc, les ressources sont tout le temps protégées, sont mutuellement exclusives. Donc, détention et attente. Chaque processus demande à la fois toutes les ressources dont il a besoin. Cependant, en fait, c'est exactement comme on avait vu dans le problème des philosophes. Chaque philosophe qui avait besoin de manger, tous les philosophes faisaient une course, si on veut, d'essayer de prendre les 2 fourchettes en même temps, puis de manger, après ça de les libérer. Donc, c'est vraiment une solution qu'on peut utiliser pour l'empêcher. Donc, c'est ça, il est difficile de connaître à l'avance les besoins des processus. Puis, exactement comme on a dit dans le problème des philosophes, on a un risque de famine. Donc, ce qu'on avait dit, c'est, imaginons que les philosophes ont pour tâche de louper infiniment sur prendre les 2 fourchettes, manger, libérer les 2 fourchettes, prendre les 2 fourchettes, manger, libérer les 2 fourchettes à l'infini. Il se pourrait très bien qu'il y ait un philosophe qui soit plus lent que les autres, qui n'ait pas le temps, qui n'ait jamais le temps de manger. Pas de réquisition. Comment l'empêcher? Donc, on va venir sauvegarder l'état de la ressource avant de la préempter, c'est-à-dire la réquisitionner si on veut, puis on va la restaurer ultérieurement. Cette solution est envisageable pour certaines ressources comme les processeurs, mémoire, etc., mais pas pour d'autres, comme les imprimantes. Une autre condition, donc l'attente circulaire. Comment est-ce qu'on peut empêcher ça? Donc, ordonner les ressources, pardon. Donc, on va venir donner un ordre aux ressources, exactement comme on a vu dans le problème des philosophes. On va voir à l'instant. Et imposer chaque processus la règle suivante. Donc, un processus peut demander une ressource RJ seulement si toutes les ressources qu'il détient sont inférieures à RJ selon l'ordre établi. Puis c'est exactement ce qu'on avait vu, comme je disais, dans la capsule du problème des philosophes, quand on est venu utiliser un sémaphore par fourchette, puis qu'on disait un philosophe peut seulement prendre une fourchette s'il détient une autre fourchette qui a un ordre qui, selon l'ordre établi, est plus petite. Donc, c'est juste un petit clin d'œil à sur le travail qu'on a fait pour le problème des philosophes. Comme on a vu ici, ça c'est plus la solution au problème de détention et attente. On a notre mutex ici qui protège l'accès à la fourchette de gauche et de droite et au fait d'occuper les 2 fourchettes. Idem ici quand on libère les 2 fourchettes. Donc on voit ici qu'on a un seul mutex pour protéger la fourchette de gauche et de droite. Donc on prend soit les 2 fourchettes libres lorsqu'elles sont libres, soit on prend rien. Donc c'est tout ou rien. Par contre, pour prévenir les interblocages, on avait vu un code comme ça, dans le sens d'avoir un sémaphore par fourchette. Puis, si la fourchette de gauche, selon l'ordre établi, est plus petite que la fourchette de droite, on va demander celle de gauche d'abord avec le P de la fourchette de gauche, puis celle de droite si on peut. Sinon, si celle de droite est plus petite que celle de gauche, on demande celle de droite en premier, puis celle de gauche. Donc, finalement, vous avez un autre petit exercice qui est expliqué dans les slides. Je vous conseille d'essayer de le faire sans regarder la solution. Bien évidemment, la solution va passer, je passe vite pour vous montrer qu'elle est dans les slides, mais c'est vraiment un exemple typique qui peut vous donner la certitude que vous avez bien compris la matière. Donc, c'est tout pour cette capsule. Voici les lectures suggérées. Donc, je vous conseille de lire le chapitre 4.2 du livre du cours, puis de regarder en fait la capsule sur l'algorithme du banquier. Donc, j'espère que cette capsule vous a aidé, puis à la prochaine.